Bonjour tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver cette semaine encore pour partager des petites chroniques sur l'histoire d'Angleterre, de France, d'Écosse. Nous sommes ensemble depuis plusieurs mois maintenant et depuis quelques années, puisque ça fait déjà plusieurs années que je traite ces sujets-là et je vous remercie vraiment d'être présent chaque semaine, d'être là, d'écouter, de prendre le temps justement de rentrer dans cette histoire si intéressante et assez mal connue en France que fut celle de la dynastie des Tudors. Alors nous savons beaucoup de choses, ou nous croyons savoir beaucoup de choses justement sur les monarchies, les monarques, les personnages. Nous savons ce que la fiction a bien voulu nous en dire et c'est vrai que dans le cadre de la dynastie des Tudors, eh bien il y a beaucoup de choses à réhabiliter. Et comme vous le savez, si vous me suivez depuis un certain temps déjà, j'ai vraiment à cœur de partager ça avec vous. Alors j'espère sincèrement que vous êtes en forme, que vous avez réussi à vous organiser pour cette nouvelle période de confinement. C'est vraiment beaucoup plus difficile pour les personnes qui vivent en appartement, qui n'ont pas la possibilité de sortir beaucoup. Donc on pense vraiment à vous et puis ces petites conférences permettent justement d'être un lien les uns avec les autres chaque semaine. Alors chaque semaine en vidéo ou en mode podcast en fonction de ce que je peux réaliser. Que s'est-il passé dans la dynastie des Tudors du 5 au 11 avril sur une période de 118 ans, puisque nous allons traiter l'ensemble des 5 monarques Tudors? Eh bien, beaucoup de choses encore cette fois-ci. Nous avons le 6 avril 1590 la mort de Francis Walsingham, le 7 avril 1558 les funérailles d'Elizabeth Howard Boleyn, le 8 avril, le roi Henri II de France qui écrit à Henri VIII d'Angleterre en 1548. Et puis je vais vous parler également du 9 avril de la reine Catherine d'Aragon qui apprit qu'elle n'était plus reine. Et nous terminerons rapidement en 1554, le 11 avril, avec l'exécution de Thomas Wyatt. C'est parti! Alors le 6 avril 1590, eh bien, ce fut la mort de Francis Walsingham à Londres à l'âge de 58 ans. Il fut le premier secrétaire d'État de la reine Elisabeth Ier et connu pour avoir été, vous le savez, son infaillible maître espion. Il était un personnage des plus importants du règne élisabétain et il était considéré vraiment comme le père des services secrets de l'Angleterre. Il a été également un homme d'État, un conseiller privé, un secrétaire, un diplomate bien évidemment, et puis un célèbre espion. Donc à ce titre-là, il sauva la vie de la reine Élisabeth à plusieurs reprises, déjouant des complots, et en 1559, eh bien, la reine décida de le nommer ambassadeur pour aller en France et pour aider justement les protestants, les huguenots dans leurs négociations avec le roi de France catholique Charles IX. Il participa aux négociations de mariage du futur roi Henri III, donc Henri de Valois, le fils préféré de Catherine de Médicis, avec la reine Élisabeth première d'Angleterre. Donc cela n'a absolument pas abouti. Plusieurs raisons. D'abord, en réalité, la reine Élisabeth n'avait pas envie de se marier. Ensuite, Henri de Valois n'avait absolument pas envie de devenir l'époux de cette reine d'Angleterre. Et donc les négociations ont un peu évolué et on a décidé en fait de remplacer Henri de Valois par le dernier fils de Catherine de Médicis, François d'Alençon. Alors François d'Alençon qui est allé en Angleterre rendre visite à Élisabeth Ier, ils avaient plus de 20 ans d'écart. Élisabeth Ier l'a beaucoup apprécié, alors probablement pas comme un potentiel mari, mais comme l'être qu'elle rencontrait, et elle l'appelait affectueusement sa petite grenouille. Vous savez que les Anglais nous appellent encore les grenouilles, froggy, donc ça avait déjà une importance à la Renaissance française et anglaise. Ce qu'il faut savoir, c'est que Walsingham, justement, n'aimait pas du tout ce François d'Alençon, qu'il trouvait trop efféminé et qui, pour lui, ne convenait pas comme époux potentiel de sa reine bien-aimée. Retour en Angleterre, eh bien, il œuvra encore pour déjouer des complots. Il devint chevalier de l'ordre de la Jarretière, dont nous avons déjà parlé, qui est un ordre vraiment prestigieux en Angleterre.
On sait que c'est Walsingham qui traitait l'ensemble de la correspondance royale, que c'est lui qui déterminait les réunions, les sujets des réunions du conseil de la reine, et donc il disposait vraiment d'une très très grande influence au niveau de la politique intérieure et extérieure. C'est aussi lui qui, on s'en rappelle, prit au piège la cousine de la reine Elisabeth, Marie Stuart, en déjouant le complot de Babington. La reine, donc, Marie Stuart, était enfermée depuis de nombreuses années en Angleterre, et elle fut donc condamnée et décapitée en 1587. Je vous invite à aller voir la petite chronique que j'avais réalisée à cette date-là. Ce que l'on sait aussi, c'est que Walsingham soutint très fortement les navigateurs anglais qui découvraient le monde, les nouveaux mondes, et notamment Francis Drake. Ce qu'il faut savoir, eh bien, c'est que malgré cette vie trépidante, cette carrière extrêmement bien remplie, eh bien, Walsingham décéda malade et criblé de dettes. Quelques mots pour le 7 avril 1538, eh bien ce fut la mort d'Elizabeth Howard Boleyn, la mère d'Anne Boleyn, de Marie Boleyn et de George Boleyn, qui décéda à l'âge de 58 ans, et donc 2 ans après la mort de ses enfants George et Anne Boleyn. Elle fut donc l'épouse de Thomas Boleyn, qui occupa une place très très importante à la cour d'Henri VIII, et notamment justement après qu'Anne soit devenue la bien-aimée du roi Henri VIII, et puis après son épouse. Donc elle n'est pas inhumée près de son mari au château de Hever Castle, dans la chapelle de Hever Castle, près de son époux et de leur fils, de leur premier fils, mais elle fut inhumée dans la chapelle des Howard de l'église Sainte-Marie à Lambeth, qui jouxte Londres. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'était la demeure de l'abbé de Reading, mais Sainte-Marie à Lambeth est maintenant l'emplacement d'un musée et d'un jardin. Et justement, l'ancienne sépulture d'Elizabeth Howard se trouve sous l'actuel café justement de ce musée. Donc autant nous savons que Thomas Boleyn a été extrêmement dur lors de l'accusation de ses enfants, qu'il n'a montré aucune émotion, qu'il n'a pas levé le petit doigt pour les défendre, autant nous ne savons rien sur la réaction justement de leur mère Elisabeth. Et il y a fort à penser que ce fut un crève-cœur quand même pour elle. Elle avait déjà perdu un fils. On accusait 2 de ses enfants de choses absolument épouvantables, abominables, l'adultère, l'inceste, le complot, trahison contre le roi d'Angleterre. Et on peut donc imaginer que cette mère eut le cœur brisé. Et c'est justement 2 ans après la mort de ses 2 enfants, à l'âge de 58 ans, qu'Élisabeth décéda, probablement d'une tuberculose. Nous voici le 8 avril 1548 avec cette histoire d'Angleterre et de France qui sont quand même complètement imbriquées et si passionnantes. Ce que l'on sait, c'est qu'à cette date-là, le roi Henri II, époux de Catherine de Médicis, avertit publiquement le roi Henri VIII qu'il avait vraiment l'intention de porter secours à la jeune Marie Stuart qui avait alors à peine 6 ans. En effet, à ce moment-là, eh bien, Henri VIII souhaitait une alliance entre son fils, celui qui allait devenir le roi Édouard VI d'Angleterre, et Marie Stuart, qui était déjà reine d'Écosse, puisque son père était décédé quelques jours seulement après sa naissance. Marie Stuart était la fille de Marie de Guise et de Jacques V d'Écosse, et elle avait une grande partie de sa famille en France, cette puissante famille des Guises dont nous avons déjà parlé et que nous traiterons encore dans d'autres vidéos. Donc effectivement, Henri II s'est positionné pour la défense de cette jeune Marie Stuart, et Marie de Guise décida justement de faire quitter l'Écosse à sa petite fille qui n'avait alors que 6 ans pour l'envoyer à la cour de France afin qu'elle soit élevée avec les enfants royaux et puis qu'elle puisse ainsi être protégée de cette puissance de l'Angleterre, d'Henri VIII et de la probabilité d'être mariée à Édouard VI. Donc justement au départ, eh bien, les nobles écossais avaient accepté ce projet d'union potentielle entre Marie Stuart et Édouard VI, et en réalité, ils ont fait machine arrière et ont préféré envoyer la jeune Marie en France, qui a donc grandi avec les enfants de Catherine de Médicis et d'Henri II. Elle a été fiancée au dauphin de France et non pas au prince de Galles. Donc, elle a épousé, eh bien, des années plus tard, François de Valois, qui est devenu le roi
roi François II, qui est resté peu de temps sur le trône de France, puisqu'il est décédé en 1560, mais c'est en 1558, le 24 avril, que le jeune couple avait été marié à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Donc là aussi, je vous invite à reprendre les anciennes chroniques vidéo pour retrouver tous ces éléments, mais je vous en reparlerai puisque nous arrivons bientôt au 24 avril. Nous voici maintenant le 9 avril 1533. En quelques mots seulement, eh bien, il faut savoir que la première reine d'Henri VIII, Catherine d'Aragon, apprit par son chapelain William Blount, quatrième baron Montjoy, qu'elle n'était plus reine d'Angleterre, mais juste princesse douairière. Alors évidemment, elle devait s'y attendre, puisque depuis 1527 déjà, le roi Henri VIII avait entrepris un cheminement pour l'annulation de mariage avec Catherine, qui était la veuve de son frère. Leur union n'avait été bénie que par la naissance d'un seul enfant vivant en 1516, la princesse Marie. Les 5 autres grossesses avaient terminé par des fausses couches, par des enfants morts-nés ou par des enfants morts tout de suite après la naissance. Donc Henri VIII, qui était vraiment en quête d'un héritier, avait pensé qu'il était maudit en fait par la loi divine, puisque cette loi divine, la Bible, notamment dans le Lévitique, précise que l'on ne doit pas épouser la veuve de son frère sous peine de ne pas avoir de descendance. Alors, évidemment, ils avaient une descendance, puis Catherine d'Aragon, qui était elle-même la fille des rois catholiques d'Espagne, dont sa mère Isabelle de Castille était une reine de plein pouvoir, avec les plus grands territoires justement des Espagnes à l'époque, puisqu'on appelait ça les Espagnes médiévales, la Castille, l'Aragon, la Navarre. Enfin, tous les territoires qui composaient justement ce territoire pensaient tout à fait que leur fille Marie pouvait être reine d'Angleterre, et elle l'a d'ailleurs préparé toute son enfance comme ça. Mais pour Henri VIII, ce n'était pas le cas. Pour lui, elle n'était plus reine d'Angleterre, donc on le lui a fait savoir, c'est une délégation royale qui est arrivée avec le duc de Norfolk et le duc de Suffolk pour apprendre cela à la reine, en lui précisant qu'elle n'était plus que la princesse douairière, c'est-à-dire la veuve d'Arthur, prince de Galles. Mais pour sa part, eh bien, Catherine d'Aragon est toujours restée extrêmement ferme dans ses positions. Elle savait qu'elle était reine d'Angleterre de son plein droit. Et donc elle n'a jamais accepté ce titre de princesse douairière, et jusqu'à la fin elle a continué à signer ses correspondances en notant Catherine la reine, Catherine reine d'Angleterre. Donc c'est vraiment une femme qui avait une force absolument extraordinaire. Donc je voulais vous en parler en quelques mots. Évidemment je ne développe pas, vous retrouverez tous ces éléments dans le livre des chroniques que j'ai pu éditer et qui représente vraiment un très gros travail, vous le retrouverez voilà, disponible sur Amazon. Sans développer non plus, le 11 avril 1533, et bien justement, 2 jours après que la reine Catherine ait été informée qu'elle n'était plus reine, et bien Henri VIII, en ce vendredi saint, convoqua son conseil royal afin de faire reconnaître Anne Boleyn comme la reine officielle d'Angleterre. Il informa le conseil qu'il avait épousé Anne Boleyn en janvier précédent, et le conseil devait vraiment la reconnaître comme épouse légitime et reine d'Angleterre. Donc je ne vous détaille pas tout ça parce que je vous en ai déjà parlé dans d'autres chroniques vidéo, et puis vous pourrez retrouver tous les détails dans les chroniques. Nous terminons cette semaine avec un événement important. En 1554, le 11 avril toujours, eh bien, ce fut l'exécution de Thomas Wyatt le Jeune, le fils du poète et diplomate Thomas Wyatt l'Ancien. Il fut exécuté à la Tour de Londres pour avoir fomenté une rébellion contre la reine Marie Ière. Donc, il fut jugé le 15 mars précédent à Westminster Hall, le grand hall de Westminster qui est absolument magnifique, et il fut reconnu coupable de haute trahison pour ses rébellions de janvier et de février 1554. Wyatt avait déjà montré son opposition à la reine en supportant Jane Grey, qui avait été choisie par Édouard VI comme étant son héritière, cette cousine protestante qu'il voulait voir monter sur le trône, bien que selon les actes de succession d'Henri VIII, eh bien, après Édouard VI, devaient monter sur le trône ses autres enfants, c'est-à-dire Marie, la fille qu'il a eue avec Catherine d'Aragon, et puis ensuite Élisabeth Ière, si Édouard et si Marie n'avaient pas de descendants, et c'est en réalité ce qui s'est passé.
Donc Wyatt avait échappé à la punition suite à cela, mais il s'opposa de nouveau à Marie lorsque celle-ci annonça son mariage avec Philippe II d'Espagne, le roi catholique, qui allait donc monter sur le trône d'Angleterre, même s'il ne fut que roi consort, et il espérait vraiment justement à ce moment-là destituer la reine Marie pour mettre à sa place sur le trône Élisabeth, la future Élisabeth Ière. Donc Wyatt proclama sa rébellion le 26 janvier à Rochester, il marcha vers Londres avec plus de 4000 hommes, mais il fut capturé et envoyé à la tour de Londres. Alors on tenta de lui faire dire que la jeune Élisabeth était impliquée dans ces rébellions pour tenter de destituer la reine. C'était plus facile d'imaginer justement que la potentielle héritière fomentait un complot pour faire tomber sa sœur et pour monter plus vite sur le trône justement d'Angleterre. Mais même torturé, eh bien, Wyatt ne dénonça jamais la reine Élisabeth et il semble que la reine Élisabeth n'ait jamais été concernée par ce complot. Donc il la dédouana totalement et vraiment ce fut un grand soulagement pour Élisabeth qui elle avait été emprisonnée aussi, on s'en souvient à ce moment-là à la Tour de Londres, puis mise après en résidence surveillée pour s'assurer de sa loyauté envers sa sœur. Wyatt fut donc exécuté, son corps fut ensuite écartelé, il subit la mort des traîtres et sa tête fut placée sur une potence à Saint James à Londres et elle n'a jamais été retrouvée. Voilà pour les petites chroniques de cette semaine. Alors merci encore à vous de me suivre régulièrement. C'est vraiment important pour cette transmission de l'histoire. Vous avez compris que cette mission de vie qui m'anime depuis des décennies maintenant, parce que c'est vrai que depuis que je suis enfant, l'histoire est vraiment pour moi une, une respiration extraordinaire, une passion fabuleuse. Je suis ravie, j'en ai fait mon métier d'ailleurs, je suis ravie de pouvoir partager tout ça avec vous, de trouver votre intérêt. Alors prenez soin de vous, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des chroniques. En attendant, vous pouvez lire le livre sur les sirènes d'Henri VIII qui vraiment vous parle de ce qu'étaient les reines. C'est un petit ouvrage de vulgarisation qui remet vraiment à jour la vérité concernant ces femmes-là et parce que la fiction a voulu nous en dire. Les chroniques Tudors, où là vous avez 600 pages et où il faut vraiment le lire au jour le jour, parce que là je vous donne quelques événements, mais il y a plusieurs dates par jour, et donc comme je vous le disais, sur 118 ans, on n'a pas parlé par exemple cette semaine-là de la mort du roi Édouard IV, cette période de la guerre des deux roses qui est vraiment passionnante. Édouard IV qui était l'époux d'Élisabeth Woodville, le père d'Élisabeth d'York qui a épousé Henri VII. Donc on comprend vraiment chaque semaine comment s'imbriquent les événements, qui étaient ces personnages. Donc il y aurait eu beaucoup de choses encore à vous raconter, mais ces chroniques font une quinzaine, une vingtaine de minutes pour que justement vous ayez la possibilité de les regarder, que ce ne soit pas trop long et qu'on se retrouve de semaine en semaine. Donc prenez soin de vous encore une fois, je vous embrasse et puis je vous dis à la semaine prochaine.